Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Raphaël qui est coach en préparation mentale spécialisé dans les sports de combat. C'est lui qui est derrière la page Instagram La Voix du Mental, à travers laquelle il nous donne plein de conseils, de réflexions et de contenu sur la dimension mentale et psychologique des sports de combat. Salut Raphaël, bienvenue dans le podcast Méditation. Salut Paul, écoute, merci de ton invitation. C'est avec grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Donc merci à toi d'avoir m'avoir invité. Je t'en prie, bienvenue. C'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir. Je suis impatient de pouvoir échanger avec toi là sur la préparation mentale, spécifiquement dans les arts martiaux et les sports de combat. Est-ce qu'avant qu'on attaque les questions, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans. Je suis père de 2 enfants, je suis marié et aujourd'hui, comme métier principal, je suis fonctionnaire de police dans à la compagnie cynophile de Paris, dans le groupe recherche de produits stupéfiants. Et à côté de ça, j'exerce en tant que coach mental. Plus particulièrement, je m'occupe de pratiquants de sport de combat. C'est surtout axé sur le MMA, jiu-jitsu brésilien, tout ce qui est, on va dire, le sol, boxe thaï, K1, voilà, un peu tous ces sports-là, mais on va dire que ça englobe pas mal le MMA ces derniers temps. Donc voilà, c'est plus qu'une passion, voilà, ça m'occupe une grande partie de mon temps. Et aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de développer justement à travers la voie du mental. Yes, génial, excellent, on va pouvoir en parler justement. Par rapport à la voix du mental, tu as choisi d'écrire la voix du mental V-O-I-E et non pas V-O-I-X, car on associe souvent le mental justement à cette petite voix dans notre tête. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi, tu as choisi la voix V-O-I-E? Je pense que c'est pas anodin. Exactement, parce que pourquoi la voie, c'est que c'est un chemin qu'on emprunte et qui est un peu comme fait toute notre vie au final. C'est que c'est un chemin qui nous conduit à quelque part. Et le mental, c'est tellement vaste, il y a tellement de choses, tout le monde peut y mettre un peu ce qu'il veut. Surtout aujourd'hui, avec tous les domaines qui existent, on peut y mettre beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Et donc, le principe de voie, c'est que tout le monde peut l'emprunter, tout le monde a sa voie. Il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Le but, c'est de trouver la sienne, celle qui nous conduit, ce qui nous correspond le mieux au niveau mental. C'est pour ça que ça rejoint à chaque fois ce que je dis. Le but, c'est pas de trouver les outils miracles. Même si aujourd'hui c'est un peu ça, c'est tout le monde veut trouver la technique, la stratégie, qui permettra de tout changer, tout révolutionner. Sauf que ils en oublient, beaucoup de gens en oublient eux, qu'est-ce qui est bon pour eux. Et donc le principe d'une voie, c'est ça, c'est de trouver la sienne et trouver ce qui nous permettra d'appréhender son mental correctement, on va dire. Yes, donc en observant et en découvrant la petite voix de notre mental, on trouve notre voix du mental et celle qui va nous aider à progresser, à performer. Est-ce que juste avant, on peut aussi revenir sur ton parcours un peu, toi justement, comment t'es en arrivé à la préparation mentale? Est-ce que tu as été sportif toi aussi? Est-ce que tu pratiques du sport? Alors, pour mon parcours, déjà à travers mon métier, j'ai dû toujours plus ou moins faire du sport, pratiquer régulièrement, que ce soit pour se maintenir à niveau et puis pour passer des tests, différents tests. Après, moi, j'ai pratiqué le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer, surtout le jiu-jitsu brésilien pendant pas mal d'années. Après Covid, j'ai arrêté pour des raisons personnelles parce que j'ai déménagé. Du coup, c'était un peu plus difficile pour pouvoir m'entraîner.
Et Ouais. aujourd'hui, j'ai fait le choix de pouvoir aider différemment, de contribuer à ces sports-là qui me passionnent à travers la préparation mentale. Euh, le terme préparation mentale reste assez vaste, mais on va dire que c'est les problématiques que moi j'ai rencontrées, que moi j'avais, qui m'ont poussé à Mhm. essayer de creuser pourquoi j'avais ce type de problématique. Donc c'est là où on touche quelque chose d'intéressant, c'est que sans avoir eu ces problèmes, j'aurais jamais cherché à trouver ces solutions-là. Et c'est ce qui m'a permis de vouloir creuser beaucoup plus loin que simplement la préparation mentale pour justement aujourd'hui trouver des solutions que moi à l'époque je n'avais pas forcément ou que je ne trouvais pas forcément. Donc c'est ce qui m'a amené petit Mhm. à petit sur la voie de la préparation mentale. Et à côté de ça, c'est l'intérêt pour l'humain. C'est une passion d'essayer de comprendre l'humain, la psyché humaine. Qu'est-ce qui fait qu'un humain est capable du meilleur, voire du pire? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont capables face à des événements, par rapport à leur vécu, par rapport même à des traumatismes, d'en tirer le meilleur, d'en faire des choses vertueuses, ou d'autres, eux, vont rester bloqués, vont en pâtir toute leur vie et n'arriveront pas à accéder à certaines choses. Donc, c'est un réel attrait pour l'humain. Donc, je me suis intéressé énormément et ça m'a conduit au fur et à mesure voilà, à m'intéresser au domaine de la préparation mentale aujourd'hui. Excellent. Donc, ouais, c'est ta propre expérience qui t'a amené à rechercher des solutions aux problèmes auxquels tu as pu être confronté et ensuite à vouloir les partager avec les sportifs, là, en l'occurrence. Et donc, Exactement. toi, ouais, qu'est-ce En que fait, c'est tu tout mets ce que derrière le. Ouais, c'est tout ce que j'ai vas-y, fait. vas-y. À la base, c'était pour moi. C'est tout ce que j'ai fait pour moi, pour même moi m'aider sur certaines choses, passer certaines problématiques que j'avais. Et tout le travail que j'ai fait sur moi, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas le partager. C'est de l'avoir d'abord expérimenté. Et je pense que c'est la base. Avant de proposer des choses, avant de vouloir mettre des choses en avant, ne pas les avoir expérimentées, se contenter peut-être d'avoir juste lu et de retransmettre comme ça, je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, puisque en expérimentant, on y comprend des choses, on les ressent, on peut vivre des choses qui nous rendront beaucoup plus à même de pouvoir les transmettre. Donc voilà. Donc d'abord c'était un gros travail pour moi personnel, et ensuite j'ai décidé de le transmettre autour de moi. Yes, je me retrouve vachement dans ce que tu dis là déjà. Et donc, toi, qu'est-ce que tu mets justement derrière ce terme de préparation mentale? On peut y mettre beaucoup de choses. Je pense qu'à partir du moment où au final on cherche simplement à s'améliorer, on peut parler de préparation mentale. Aujourd'hui, la préparation mentale, je dirais que c'est une sorte de boîte à outils. On peut y mettre beaucoup de choses, même si je pense que vraiment aujourd'hui, moi, je me détache un petit peu de la préparation mentale pure, ce qu'on peut voir, qui est portée sur beaucoup de techniques, d'outils pour aller sur des symptômes. Voilà. On a un individu qui a un problème de stress, d'émotion, de motivation, de confiance, voilà. Et on va essayer d'agir là-dessus. Ce qui fait que, bon, c'est un peu toujours les mêmes thèmes autour de la préparation mentale, gestion du stress, gestion des émotions, motivation, confiance, la visualisation, imagerie mentale, comment poser un objectif. Voilà, c'est très souvent les mêmes choses. Après, chacun va y mettre ses petites touches personnelles, va y intégrer toutes sortes d'outils, l'hypnose, la sophrologie, la méditation, tous ces Mmh. domaines-là. Ce sont des outils qui sont passionnants, qui ont une réelle efficacité, mais je considère que ça ne reste que des outils. Et mon vécu a fait que je me suis à un moment donné beaucoup intéressé au trauma, tout ce qui touche les traumas. Et Mmh. je considère qu'aujourd'hui, je veux aller plus loin que la simple préparation mentale. C'est-à-dire que je veux pas juste devenir, comme je dis souvent, un antidouleur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, parce que la plupart des sportifs, quand ils vont voir un préparateur mental, ils attendent d'avoir eu un problème.
C'est pas la Mhm. notion de prévenir pour guérir, c'est vraiment, ils attendent juste de vite être guéri parce que j'ai mal, je souffre, j'ai un problème, donc vite aidez-moi. Cette démarche, je pense que c'est pas la meilleure parce que des fois, il y a des choses qui sont ancrées, qui vont demander un travail beaucoup plus profond. Et c'est cette voie-là que j'ai empruntée et de plus en plus que j'ai développé, qui est d'aller faire un gros travail sur soi, sur la connaissance de soi. La préparation mentale vient vraiment à la fin pour peaufiner et amener des outils que Mhm. la Yes, personne pourra on se s'approprier. rapproche de, ouais, on se rapproche de la psychologie du sport, de la psychologie humaine finalement à travers ce que tu dis. Et c'est exactement ça. Même si, encore une fois, la limite est très fine entre ce qu'on va appeler le coaching, préparation mentale, Mhm. et par moment le thérapeutique. C'est Mhm. là l'importance, je pense, que toute personne qui se lance dans la préparation mentale ne se contente pas que de faire ça, que de voilà, j'ai fait une préparation, une formation de préparation mentale et voilà, je me contente que de ça et puis je vais aider. C'est beaucoup trop limité parce qu'en face on a des individus, on a des êtres humains avec tout l'ensemble qui sont constitués, leur vécu, leur passé, leurs blessures, leur trauma, tout ce qu'ils ont. Et un individu qui vient voir pour une problématique, sa problématique, généralement, c'est qu'un symptôme. C'est juste la tête de l'iceberg, quoi. C'est, il vient, j'ai ça. Mais quasiment systématiquement, les, les, les blocages viennent bien en dessous. Donc, Mhm. à tout moment, si on maîtrise pas ces petits outils-là, si on se contente voilà, de pas forcément creuser à ce qu'il y a autour, on peut justement lever des lièvres. On, on peut amener à graver certaines problématiques, creuser Mhm. certaines problématiques qui pour moi peuvent être encore plus néfastes pour un sportif en tout cas. Ouais, ouais, excellent, c'est excellent ça. Et donc toi, par exemple, dans l'accompagnement d'un sportif, toute cette phase-là, on va dire, je sais pas, de lucidité, d'introspection, elle prend une importance, elle prend vraiment de l'importance et du temps avant de passer à on va bosser sur, ta motivation, sur ton activation et cetera? Exactement. La métaphore que je donne, c'est demain, tu as une gazinière, tu as le gaz qui est allumé et ça se met à prendre, il y a une fuite et ça prend un peu feu. Donc au début, tu Mmh. viens, tu cherches un peu à éteindre, tu prends de l'eau, t'éteins, voilà, tu minimises. Et au fur et à mesure, le gaz, il va augmenter. À un moment donné, les flammes deviennent énormes. T'auras beau jeter des verres d'eau, des verres d'eau. Le problème n'est pas d'essayer de l'éteindre, c'est le gaz. Si tu coupes pas le gaz, t'auras beau passer ton temps à jeter des verres d'eau, ça va durer des années, des années. Cette Mmh. notion, c'est de les outils, les techniques sont bien, vont apporter des solutions, très souvent, mais on se retrouve généralement dans une problématique qui est ça va marcher une fois, deux fois, et sauf que le vrai problème, la racine du problème, comme elle n'est jamais traitée, un peu comme une tumeur, bah, à un moment donné, elle va grossir. Elle va grossir. Et ce Mmh. problème, il va se mettre à déborder peut-être dans la vie privée, dans la vie professionnelle, ou dans d'autres sphères de son sport. Et tant qu'on continue à vouloir mettre des outils, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a des sportifs qui vont utiliser l'imagerie mentale, la gestion du stress, les techniques de respiration. Et le jour où ça marche pas, parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, les deux dernières compétitions, j'ai réussi, ça allait, puis là, ça marche pas. Et ben, ah, bah, finalement, ça marche pas sur moi, c'est peut-être pas la bonne solution, donc je vais essayer autre chose. Alors après, on passe à l'hypnose, on passe à la sophro. Et en fait, une fois qu'on a tout fait, ben, on se dit, ah putain, bah, je suis bloqué en fait, il y a rien qui marche et mon problème, il a fait qu'empirer. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, je veux éviter et c'est pour ça que ça m'intéresse le moins, c'est que je veux vraiment aider à aller à la cause, à la racine des problèmes et ça demande de faire un gros Mmh. travail sur soi. Ça, faut en avoir l'envie, mais les leviers d'action Ouais. sont bien plus puissants puisque après, c'est un lien de cause à effet. C'est à partir du moment où on agit là-dessus, tout ce qui en découle va forcément être impacté, modifié et transformé. Donc, c'est le choix que j'ai fait et aujourd'hui, c'est là-dessus principalement que je travaille. Yes, super intéressant et c'est vrai que par exemple sur, ce que tu peux partager sur ta page La Voix du mental,
il y a toujours des contenus assez intéressants justement sur finalement des interrogations, s'interroger sur soi-même et pourquoi j'adopte tel comportement, pourquoi j'ai telle attitude face à telle situation. Et c'est ça, c'est cette interrogation qui va t'aider à te connaître mieux et à expliquer pourquoi tu agis ou réagis de telle ou telle façon. Exactement, hein, c'est exactement ça. Ça, je pense que en plus on y gagne au-delà du sport. C'est dans notre vie de tous les jours, Mmh. puisque le sport est qu'un moyen d'exprimer certaines choses, mais généralement on va retrouver des problématiques similaires dans la vie privée. Et donc se comprendre, bah, c'est comprendre ses fonctionnements et c'est pouvoir agir, c'est pouvoir mettre en place des choses euh, qui vont nous aider à nous améliorer. C'est là où les outils vont venir vraiment être peaufinés, en fait, vont être un peu la cerise sur le gâteau. Mais mettre des outils sur quelqu'un qui a des plus grosses problématiques, c'est un pansement sur une jambe de bois. Et c'est un peu là où je me détache de beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, de beaucoup de blabla qu'on peut voir, où des personnes vont vendre ça comme des choses miraculeuses, euh, faire croire qu'on peut, des fois, juste avec quelques petites techniques, solutionner des problématiques que certains sportifs ont depuis des années. C'est maladroit parce que l'humain ne se résume pas juste des outils en fait. Il se résume pas juste à quelques techniques parce que sinon bah, Mmh. toutes les personnes utiliseraient ça et tout le monde irait bien et ça serait parfait dans le meilleur des mondes. Et c'est faux, on le voit bien. S'il y a autant de problèmes, on le voit encore chez des sportifs olympiques, mondiaux, on parle souvent de santé mentale. Ces personnes-là sont encadrées, ils ont des personnes qui leur disent, bah voilà, utilise l'imagerie mentale, la visualisation. On se rend compte que si on parle de santé mentale, c'est qu'il y a des choses qui sont bien plus profondes. Et moi, c'est là-dessus en tout cas que je cherche à travailler. Ah, c'est super intéressant, Raphaël. Après cette bonne introduction, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet des arts martiaux et des sports de combat. Parce que bon, la préparation mentale du sportif, elle peut être, globale à tous les sports, mais chaque sport, un peu discipline, peut avoir ses spécificités et justement dans les sports de combat, dans les arts martiaux, heu, c'est justement il y a des choses de très spécifiques et donc selon toi, quelles sont justement les spécificités, des sports de combat, des arts martiaux et donc comment tu adaptes le travail de préparation mentale par rapport à ces spécificités? Du coup, ouais, ça fait lien avec ce que je te disais tout à l'heure, qui est les sports de combat, ils ont cette particularité d'aller confronter l'humain à quelque chose de très primaire, qui est le fait de devoir se battre, se défendre, au sens euh, instinctif. On rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la survie. C'est pour ça que les, le MMA ou tous les sports qui est autour de ça, ils vont aller chercher des choses que certains sports ne vont pas amener, ne vont pas aller chercher. Euh, Mmh. je minimise pas, ça n'a rien à voir. C'est juste chaque sport est différent, chaque sport a ses particularités, mais en l'occurrence, les sports de combat vont te confronter à des choses très primaires qui sont bah, un peu la peur de mourir au sens où je vais me battre et je risque de prendre un KO, je risque d'être blessé. C'est très primaire. L'instinct, c'est un instinct de survie. C'est je vais me battre. Mmh mh. Et donc ça va aller chercher Mmh. chez ces personnes-là des choses très profondes. Et c'est là que ça fait lien avec ce que je te disais tout à l'heure, qui est pourquoi aujourd'hui je me suis intéressé à aller chercher ce travail sur la connaissance de soi et de faire un travail beaucoup plus profond que simplement des outils, parce que ça va faire remonter beaucoup de choses au niveau émotionnel, beaucoup de peurs, des choses très primaires, des choses qui sont assez instinctives, qui vont être de l'ordre vraiment comme on dit, des comportements très reptiliens, hein. C'est des peurs. Et ces peurs-là, apprendre à les gérer, les comprendre, vont permettre au final aux combattants d'exprimer leur niveau, leur potentiel de la meilleure façon possible. Parce que aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que tout le monde ne fait pas ce genre de sport de façon anodine.
rentrer dans une cage, aller se battre, recevoir des coups, c'est pas anodin. C'est pas une partie de plaisir. Et ce que ça va aller chercher au niveau émotionnel, c'est assez fort. Et donc, à force de côtoyer des personnes, à force d'en accompagner, j'ai remarqué que dans une grande partie des cas, toutes ces personnes avaient des vécus particuliers, avaient vécu dans leur enfance, dans leur jeunesse, des vies avec des expériences qui étaient assez perturbantes. Et c'est un trait assez commun qu'on retrouve dans beaucoup de pratiquants. Je parle bien vraiment de sport de combat. Je parle pas des arts martiaux, là. Je parle vraiment des pratiquants de sport de combat. Et je vais ramener ça même au MMA. On peut élargir un peu, mais je vais ramener ça au MMA, où très souvent on va avoir ce type de profil. Avec des expériences, un vécu assez tumultueux. Et le MMA est un moyen d'aller exprimer des émotions qu'ils ont enterrées en eux, et c'est un moyen justement d'aller chercher ces émotions. Comme c'est intense, comme c'est violent, comme c'est fort, c'est des émotions très fortes. Et c'est à travers le MMA qu'ils arrivent à exprimer ça. À travers ce que tu dis, là, on entend bien, ce qui ressort beaucoup, donc cette peur de la mort, en fait, ce risque de mort qui est quelque chose qui est naturel peut-être chez les êtres humains, mais vraiment omniprésent, dans les sports de combat et donc tout ce que ça peut générer en termes de stress, d'instinct de survie et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer justement, vraiment quel impact, ça a sur la dimension psychologique et quels obstacles du coup ça amène par rapport à la performance après sportive? Ouais, quand je parle de la peur de la mort, en fait, c'est inconscient, hein. Bien sûr que, enfin, il y a très peu de personnes qui, quand elles rentrent dans le cage, quand ils vont combattre, vont se dire je vais mourir. On parle de choses qui sont archaïques, c'est-à-dire que notre système nerveux autonome, notre fonctionnement interne, c'est beaucoup là-dessus que je travaille, qui représente vraiment la base de qui nous sommes, c'est de notre fonctionnement, c'est notre système nerveux qui, lui, fonctionne dans un mode qui est danger-sécurité. Il est uniquement là pour nous maintenir en vie. Sa seule fonction, c'est de nous maintenir en vie, au sens où il va passer son temps à mesurer, c'est-à-dire à l'extérieur et à l'intérieur de nous, si on est en danger ou si on est en sécurité. Et donc, c'est là où on va rentrer dans des choses très primaires, qui est le fait d'aller se battre. On va se confronter à des peurs très archaïques qui vont être indirectement, oui, la peur de mourir, s'exposer au final c'est très symbolique, mais être dans une cage face à quelqu'un et devoir se battre avec. Et donc, ça va activer toute une cascade de réactions physiologiques importantes. Comme quelqu'un qui sautera en parachute, voilà, des choses comme ça qui vont être vraiment, on parle de choses qu'on ne contrôle pas. Et ces réactions physiologiques vont déclencher derrière des émotions. Parce que quand on s'intéresse au domaine du système nerveux, plus particulièrement, alors moi c'est là-dessus que je travaille, ça s'appelle la théorie polyvagale, qui est le fonctionnement qu'il y a autour du nerf vague et de plein de choses qu'il y a autour de ça. En fait, on va comprendre que le système nerveux va passer son temps à prendre des informations à l'intérieur de nous, à l'extérieur, pour ensuite les envoyer à notre cerveau. C'est 80% des informations viennent de notre corps pour 20% du cerveau. Et donc, c'est de là, toutes les sensations qu'on va avoir dans le corps, qui vont être prises par ce qu'on appelle tout un tas de capteurs. On va appeler ça l'interoception, qui va être tout ce qui va être à l'intérieur de nous, au niveau des organes, au niveau des muscles. Et l'extéroception, c'est notre environnement. C'est ce qu'on est dans un environnement qui est où on se sent sécurité ou en danger. Pour ça, ça va aller par exemple d'un individu qui a un visage fermé, un visage méchant. Ça va être une information qu'on est potentiellement en danger. Ça va être un endroit dans la nature ou potentiellement sans sécurité. Et ça, toutes ces choses-là, on va les ramener à nous. Ça va être envoyé au cerveau et ça va amener au final à être transformé en émotion.
Et c'est pour ça que les sports de combat ont quelque chose de très primaire qui va être se battre, recevoir des coups. Les peurs que ça va déclencher vont justement être fortes, être puissantes. Et c'est là où je pense que oui, effectivement, des simples outils, des petits outils sur des peurs qui sont très ancrées ne sont pas suffisantes. Il faut apprendre à aller voir ces peurs, comprendre pourquoi elles sont là, parce que chaque individu a des peurs et elles ont toujours une raison d'être là. Et aller déconstruire ces peurs, c'est-à-dire ne pas dire qu'elles ne vont plus exister, c'est simplement retirer la charge émotionnelle de ces peurs. Et en faisant ce travail, on accède réellement à son potentiel. Parce que la peur, le fonctionnement même de la peur, c'est de nous faire basculer dans un mode danger, un mode survie. Et ce mode survie, c'est très très archaïque, mais c'est ce qu'on appelle la fuite, combat ou l'inhibition. Et ça va immédiatement changer notre physiologie, donc notre façon de penser, nos comportements. Donc chez un combattant, ça va impacter directement toute sa physiologie, bien sûr, mais aussi sa capacité à réfléchir, à analyser, à être objectif sur lui-même. Et donc, tout ce qui tourne autour du game plan, de l'approche technique, de toutes ces choses, va être impacté. Donc c'est pour ça qu'un travail profond sur les peurs, sur les croyances, sur toutes ces choses, vont permettre justement d'avoir des gros leviers d'action chez le sportif et lui permettre justement d'atteindre vraiment un meilleur niveau, puisque là où, comme on a tendance à dire, mais au final, quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'y a rien de plus dangereux. C'est-à-dire que la peur, c'est cette croyance que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner dans certains niveaux. Par exemple, la peur de perdre, c'est la croyance que si je perds, j'aurai plus d'inconvénients que si je gagne. La peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se blesser, c'est toujours le même fonctionnement. C'est une croyance qui est j'ai beaucoup plus d'inconvénients à me blesser, à pas être à la hauteur, à décevoir, que si je ne déçois pas, etc. Et ça, c'est un problème. C'est un problème que quasiment tous les sportifs ont et que malheureusement, ils travaillent quasiment pas dessus. On comprend bien les mécanismes donc qu'il y a derrière et les obstacles que ça engendre pour les combattants. Et donc la façon de les surmonter que toi tu proposes, c'est vraiment d'aller chercher d'où viennent ces peurs et plutôt que de les fuir, voilà, vraiment les affronter, en tout cas les explorer, faire ce travail-là, comme tu disais déjà, d'introspection pour pas qu'elles ne soient plus là, mais qu'en tout cas elles ne génèrent plus ces obstacles-là après qui nuisent à la performance sportive. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment d'amener cette approche et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut aller voir la raison de ces peurs parce que une peur, elle est toujours là pour une bonne raison. Et malheureusement, on a trop souvent tendance à avoir plus une attitude négative là-dessus en disant que la peur c'est mal, que c'est faible, que t'as pas de mental, t'as pas ceci, t'as peur. Le problème, c'est qu'une peur, elle est là uniquement pour nous maintenir en vie. C'est très primaire, mais c'est factuel. C'est une peur, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être, c'est qu'à un moment donné, elle s'est mise parce que on y trouvait un avantage pour notre fonctionnement interne. On ne parle pas de quelque chose de forcément rationnel, on parle juste pour notre survie. Notre système nerveux, lui, intègre ça pour si je fais ça, si je me comporte comme ça, alors j'aurai plus de chances de survivre. Et donc, ça va nous amener, ce qui était valable peut-être plus jeune, ne l'est plus une fois adulte. Sauf que ça, malheureusement, tant qu'on ne fait pas ce travail, on traîne toujours les mêmes comportements, les mêmes blocages. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant là-dessus quand on s'intéresse justement au fonctionnement du système nerveux, qui va être une partie du cerveau qui, elle, c'est l'ergnosie, qui nous fait donner du sens à ce que l'on vit. Chaque être humain, en fait, on le voit bien, on a tous besoin d'avoir du sens dans notre vie. C'est ce qui fait que quand on fait quelque chose qui nous ennuie, qui nous fait chier, si on n'aime pas ça, ça n'a pas de sens, on se sent mal.
Et donc, quand on est enfant, quand on est plus jeune, toutes les expériences qu'on va vivre, comme on n'a pas encore la maturité intellectuelle pour pouvoir poser des mots, pour pouvoir y mettre une compréhension, eh ben, on va donner le sens qu'on peut au final, avec les moyens qu'on a. Et très souvent, le sens qu'on va y donner n'est pas forcément le mieux, n'est pas celui qui va nous apporter le plus de résultats au final, puisque ça va être uniquement basé sur la notion est-ce que je vais souffrir, est-ce que je vais pas souffrir, est-ce que je me sens en sécurité ou est-ce que je suis en danger. Et donc on va créer au final, on va mettre du sens et donc de là on va créer des croyances. On va commencer à créer des peurs. Et c'est ça qu'on se retrouve adulte avec ces croyances, ces peurs qui ont pris racine au final dans notre enfance sur des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout avérées. Puisque elles sont pas forcées d'être vraies, elles peuvent être totalement inventées au final. Et c'est comme un énorme caillou dans une chaussure qu'on traîne toute notre vie. Et c'est là-dessus en fait que j'insiste beaucoup, qui est si on va pas au cœur de ça, essayer toutes les techniques de préparation mentale, d'aller mettre tous les outils qu'il y a au final. Sur certaines, ça va pouvoir soulager, mais ça ne va jamais aller aussi loin pour pouvoir justement faire péter ces peurs-là, ces croyances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me détache un peu plus de la préparation mentale et que ça vient vraiment qu'à la fin. Ok, yes. Et je voulais te poser la question parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la méditation que je pratique quotidiennement et qui a eu, je trouve, énormément d'effets positifs dans ma vie, dans mon quotidien, mais aussi dans ma pratique sportive. Et donc, je voulais savoir, donc, à part tout ce travail que tu fais en amont, donc, j'ai bien compris qu'il est hyper important pour poser les bases après d'un travail de préparation mentale et aller chercher la performance, voilà. Toi, qu'est-ce que tu penses justement de l'utilisation de la méditation dans la préparation mentale du sportif? Si tu l'utilises, comment tu fais et quels effets tu as pu constater, toi, sur la performance des sportifs que tu accompagnes? La méditation, je pense que c'est un excellent outil. Comme Mmh. on pourrait parler de l'hypnose, de la sophro. Ce qu'il faut, c'est que la personne à qui on propose de faire de l'hypnose, que ça lui convienne, de l'adapter à qui elle est Ouais, et OK. de lui rendre agréable. C'est-à-dire qu'une personne qui a tendance à être un peu hyperactif. Quand je dis hyperactif, c'est au sens qui a tendance à être agité, à avoir un système nerveux très actif. Avoir ce truc de vouloir toujours bouger, qui aime pas les choses trop calmes, posées, qui a tendance à être beaucoup dans l'énergie. Ces personnes-là, quand on va leur proposer de faire de l'hypnose, ça va être des fois une forme de contrainte parce que rester assis, pas bouger, faire ça, ça va être difficile pour eux. Donc, il va falloir trouver des moyens un peu détournés. Et c'est pour ça qu'on rejoint un peu la méditation, la pleine conscience, qui va être, pour moi, c'est pas forcément rester assis et faire ce travail-là. Ça peut être de leur amener de la conscience dans leur corps. C'est-à-dire quand tu fais une activité, quand tu fais ta séance de sport, quand tu vas marcher, quand tu te laves, quand tu brosses les dents, peu importe, c'est d'apprendre petit à petit à porter ton attention sur tes sensations, sur ton corps, à ramener ton attention sur toutes tes sensations, sur ce qui se passe dans ton corps. C'est un moyen détourné de ramener la méditation chez certaines Mmh. personnes. Je pense que c'est, encore une fois, tous les outils sont efficaces à partir du moment où on les met dans les bonnes mains et que les personnes arrivent à se les approprier. Parce que dire à quelqu'un que fais ça et c'est la meilleure méthode et tu verras, ça va être. Si il n'arrive pas à l'intégrer, si ça ne correspond pas à ses attentes, à ses besoins, à qui il est, il fera ça à contre-cœur, il fera pas ça avec l'envie et ça va perdre tous les effets bénéfiques. Il le fera comme voilà, j'ai coché une croix, ça a été fait et basta. Maintenant, la méditation, tout ce qui se rapporte à la méditation,
Ça a des énormes avantages, maintenant qui sont prouvés Yes. par des tonnes d'études, de livres. Il y a des tonnes d'ouvrages là-dessus qui montrent, hein, tous les bienfaits au niveau physiologique, psychologique, au niveau de la santé. Donc, c'est même plus à démontrer. C'est de réussir à se dire, bah, pourquoi je veux en faire? Je dirais ça, si j'avais à le proposer à quelqu'un, c'est dire, bah, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux l'intégrer? Et après, c'est de voir aussi, chez un sportif, ça va être de lui amener tout ce qu'il va y avoir autour de la concentration, euh, de lui de lui donner un outil qui va lui permettre au final Mhm. d'améliorer sa concentration, d'autant plus dans une époque où on est dans de l'infobésité, on est dans de la suractivation constante, par la publicité, les téléphones, où notre attention est devenue une des choses qui a le plus de valeur, qui vaut le plus cher pour les publicités, pour la télé, pour tout. Et donc, la méditation, et tout ce qui peut s'apparenter à méditation peut être un moyen de contrebalancer ça et d'éviter au final à ce qu'on tombe dans des esprits agités qui sont, bah, quasiment partout autour de nous maintenant. C'est-à-dire des personnes qui sont incapables de rester concentrées ou focalisées sur une tâche 5 minutes parce que faut constamment faire autre chose. Scroller, prendre un téléphone, regarder quelque chose, ils vont pas tenir en place. Et ça, c'est une réelle problématique. Ouais. Yes. Super, super intéressant, mais je note aussi l'importance de proposer des outils adaptés au profil du sportif qui accompagne. Et encore, cet aspect de la concentration me paraît hyper intéressant, encore plus dans des sports comme le MMA ou le jiu-jitsu brésilien, dans lesquels où la moindre seconde d'inattention peut être fatale. Hem et donc, toi, à part la méditation, je sais que tu parles souvent de respiration aussi. Quels sont, maintenant, on va dire, à l'intérieur de la cage, sur le tatami, comment on fait pour maintenir un état de calme et de concentration optimale? Je pense qu'il faut ramener des choses qui soient simples, efficaces, et qu'il faut pas carrément casser les couilles aux sportifs avec des techniques trop complexes, où il y a trop de choses à penser. Encore une fois, tout ça, ça se prépare en amont. Et c'est là où, pour moi, c'est un peu comme l'entraînement. Il Mmh. faut pas attendre d'avoir des entraînements pour méditer, pour faire telle chose, pour faire ses respirations. Tous les jours, il faut arriver à trouver, et n'importe où au final. Que ça soit un endroit où il y a du monde, Mmh. il y a du bruit, bah faut s'entraîner. C'est parce que un combattant à qui on donnerait, bah écoute, entraîne-toi quand t'es chez toi, tu te mets voilà, dans ta petite bulle, tu fais tes respirations et tu utilises ça et tu t'entraînes. Voilà. Le problème, c'est que un combat, la cage, un ring, tout ce qui est autour, c'est pas un ashram où quelqu'un est allongé ou assis en position du lotus et il n'y a pas de bruit. Il y a de l'excitation, il y a des cris, il y a du bruit, Mmh. il y a des émotions, il y a plein de choses. Et donc, ça sera inapproprié en fait. C'est comme si tous les jours je te faisais courir sur de l'asphalte et le jour de la compétition tu vas courir sur un chemin, c'est plein de boue, c'est de la terre, c'est d'essayer de se dire que faut qu'il s'approprie Mmh. cet outil au mieux et qu'il l'adapte au mieux à qui il est. Je Mmh. Aujourd'hui je suis intimement convaincu que la clé c'est ce qu'on appelle, bah, au final, ça rejoint l'hormèse, hein, mais c'est la capacité d'adaptation d'un individu. C'est-à-dire que plus il va avoir une capacité de s'adapter à son Mmh. environnement, et plus il va pouvoir performer. Parce que ça veut dire que tout est en lui. Au sens où, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe si tu as de la pression, peu importe si c'est un gros combat, peu importe s'il y a du monde, peu importe tout ce qu'il va y avoir, il va gérer ce qui est à l'intérieur de lui. Et en combat, je pense qu'aujourd'hui, une des meilleures stratégies à adopter va être la respiration, simple, basique. Ramener une respiration qui soit Mmh. calme, parce que il y a un aspect aussi qui est physiologique, c'est-à-dire que c'est pas un concept. Tout ce qui peut être de l'ordre du concept peut bloquer beaucoup de monde.
tout ce qui est pratique avec des concepts un peu un peu ésotériques, spirituels, voilà, un peu plus difficile à ramener concrètement, peut bloquer beaucoup de monde. Alors, une voie intéressante, c'est de le passer par des choses qui soient pragmatiques, qui soient factuelles et qui sont physiologiques. La respiration va directement agir sur le système nerveux, directement. D'où la cohérence cardiaque. À partir du moment où de tout à on respire consciemment, on va directement influencer notre physiologie. Le rythme cardiaque va se modifier, la pression artérielle, notre respiration, enfin, tout va être impacté. Et donc, on n'est pas juste dans dire à un sportif, bah, tiens, fais cette respiration, ça va t'aider à aller mieux parce que tu verras dans ta tête, ça va te calmer. Non, c'est physiologique. Donc, il n'y a pas besoin d'y croire. C'est mécanique, c'est physiologique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens de donner à un sportif des outils, c'est-à-dire des respirations qui soient soit pour se calmer, soit pour se dynamiser, pour retrouver un état un peu plus neutre. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est la chose sur laquelle moi, je donnerais en tout cas des conseils. Oui. La respiration est hyper importante, dans des sports, par exemple, comme le jiu-jitsu brésilien, le MMA, parce qu'elle te permet d'être concentré et donc d'être plus performant. Mais tu as justement cette concentration sur la respiration qui est toujours un va-et-vient. Et donc l'idée, c'est j'imagine, d'accompagner le sportif à prendre conscience le plus vite possible que là, ah, je perds ma concentration et donc j'utilise, par exemple, la respiration comme une porte d'entrée pour me reconcentrer, me refocaliser et donc être plus réactif ou plus performant. Exactement, parce qu'en fait, ça permet deux choses. Ça permet d'agir, on va dire, mécaniquement, mais aussi ça permet de mettre son attention sur quelque chose. Donc ça peut être, par exemple, sa poitrine, son ventre. Euh, ça va permettre de fixer son attention sur quelque chose. Et donc, d'éviter tout le dialogue interne qui peut se mettre en place, par exemple, entre deux rounds, ou ce soit un entraînement entre des sparring, où on va avoir tendance à avoir un peu le mental qui part dans tous les sens. Ah, j'ai pas été assez bon, je me sens tendu, ah, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, ça peut partir un peu dans tous les sens. Là, ça permet de ramener ici maintenant, en fait, simplement sur une zone du corps. Après, on peut même l'étendre aux sensations dans le corps. Hein. Mais ça permet d'avoir un point d'accroche Mmh. pour le mental. Parce que sinon, bah, ça devient un peu un cheval sans cavalier. Il va partir dans tous les sens et c'est rarement bon. C'est rarement bénéfique parce que il va très rarement aller sur les choses les plus vertueuses. Donc, allier la respiration mécaniquement pour jouer voilà, sur la physiologie et donner un point d'accroche mental, je pense que c'est un des meilleurs moyens, les plus simples, les plus rapides, parce que en quelques secondes, hein, ça se fait, de pouvoir donner ça à des sportifs pour justement améliorer leur concentration. OK. C'est hyper accessible en plus. Je voulais parler aussi de l'ego. C'est un sujet que tu abordes toi aussi, à travers tes contenus et on entend plein de choses, différentes sur, on entend ego démesuré, problème d'ego, mais on entend aussi il faut avoir de l'ego c'est important. Heu, Toi justement par rapport à ça, comment ça fonctionne et comment on s'y retrouve là-dedans? En quoi ça peut être positif, mais aussi négatif? Je pense que tout ce qui est autour de l'ego et l'ennemi, toute la partie un peu comme ça, je dirais que ça se rapporte beaucoup au développement personnel, un peu new age, ésotérique, où voilà, l'ego est l'ennemi, il faut tuer l'ego, c'est beaucoup de conneries, parce que l'ego, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être là. Simplement, c'est juste lui rendre la place qui est la sienne. Une personne qui n'a pas d'ego, bah, c'est qu'il a, il a pas une sorte de, je dirais une conscience de soi. C'est l'ego, c'est le jeu en fait, c'est je suis quelqu'un. Et le je suis quelqu'un, il est important parce que bah ça permet de se positionner, ça permet d'affirmer certaines choses, ça permet d'être qui on est. Simplement, il peut très vite prendre une place qui n'est pas la sienne.
Et c'est là où ça devient mauvais, c'est là où ça devient néfaste. Après, pour ce qui est des sports de combat, encore une fois, c'est plus un ego mal placé qui, euh, qui va porter préjudice à des combattants. L'ego, il va être important parce que il va permettre aussi, ce que je disais, c'est cette affirmation, c'est-à-dire que oui, je suis quelqu'un, je suis capable de faire des choses, et il est important. Maintenant, quand il pousse un combattant à basculer dans des comportements totalement nocifs pour lui, à ne plus être à l'écoute de ses ressentis profonds, d'apprendre vraiment à comprendre qui il est, là, ça devient un problème. Ça devient dangereux puisque on se fait duper justement en pensant que cet ego est nous en fait. On s'identifie à l'ego, alors que non. L'ego, il a sa place, il nous permet de voilà, de prendre un peu cette position de oui, je suis un être humain avec des envies, des besoins. Simplement, on peut le voir dans des sports de combat où parfois certains individus ont des gros égos, des égos vraiment importants. Je pense que, encore une fois, tout est une question d'équilibre et que l'ego doit nous servir. Et nous, on doit pas être serviteur de notre ego en tout cas. Et c'est plus comme ça, en tout cas, que je vois tout ce qui peut se rapporter autour de l'ego. Ok, ma question suivante est, j'aimerais qu'on parle blessure. Outre l'aspect physique, purement médical, on va dire la douleur physique que ça peut engendrer, il y a souvent une souffrance psychologique qui est autogénérée la plupart du temps du fait qu'on peut pas s'entraîner ou pas à fond, qu'on perd aussi la dimension sociale quand on va plus aux entraînements, et donc on n'est plus en contact avec les partenaires d'entraînement, etc. On a l'impression de stagner, de régresser, de perdre du temps. Voilà, donc c'est souvent ça qui est le plus douloureux dans une phase de blessure. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux sportifs pour mieux gérer cette difficulté-là lors d'une blessure? Bah déjà, c'est travailler sur la peur de se blesser. Parce que, encore une fois, c'est ce on appelle ça, c'est polariser en fait, c'est on se persuade qu'être blessé, c'est forcément que des avantages. Et donc ça va générer cette frustration, parfois cette colère, et après parfois même de l'impuissance, qui est je suis blessé, donc je suis dans la merde, je vais perdre mon niveau, je peux plus m'entraîner, je peux plus aller au club, etc., etc. Et donc là, ce qu'il faut, déjà, c'est remettre au neutre les choses et faire prendre conscience aux sportifs que derrière cette blessure, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à lui qu'il n'aurait jamais eu si c'était pas blessé. Parce que aucun événement qui arrive au monde n'est justement polarisé. C'est-à-dire que le bien et le mal sont les deux faces d'une même pièce. Et Hmm. il y a un principe qui est intéressant, c'est la loi de l'équilibre, c'est que tout ce qu'on perd d'un côté, en négatif, on va le regagner de l'autre en positif. Donc aujourd'hui, on peut le voir, combien de sportifs se sont blessés et derrière ont obtenu des résultats qu'ils n'auraient jamais eu. Parce que Mhm. ils ont peut-être changé la façon de s'entraîner, ils ont peut-être mis des choses en place qu'ils n'auraient jamais mises, niveau mental, niveau physique, niveau alimentaire. Ils ont peut-être revu leur structure, ils ont peut-être compris qu'il fallait qu'ils prennent plus de temps pour eux. Il peut y avoir un tas d'éléments qui font qu'au final, cette blessure a autant d'avantages que d'inconvénients. Et juste de faire ce travail-là, ça permet de montrer au sportif, de lui faire prendre conscience que cette blessure, au final, elle est ni bien ni mal. Elle est juste là, et c'est comme ça. Et derrière, comme on dit, on sait pas ce qu'on sait pas. Et peut-être qu'il va y gagner des choses qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de comprendre, de savoir. Et juste de faire ce travail-là, ça permet de désamorcer énormément de choses. Et de prendre encore une Mhm. fois après point par point. Si oui, mais je vais pas pouvoir aller faire ça. Oui, mais en fait
anticiper des scénarios juste parce qu'il voit cet événement à travers le spectre, à travers un filtre négatif en fait. Et le filtre négatif qui s'est mis devant les yeux fait que de toute manière, il ne verra que ça. Il ne verra pas derrière, peut-être que ça va lui permettre des opportunités. Peut-être que cette blessure a fait qu'il n'a pas combattu, qu'il va avoir une autre organisation qui va lui proposer un contrat, que dans cette organisation, bah, il va prospérer et il prendra peut-être une ceinture. Il va peut-être s'améliorer physiquement parce qu'il va revoir sa façon de s'entraîner qui n'était pas la bonne. Toutes ces années qu'il a passé à faire des entraînements qui au final étaient peut-être trop brouillons, où il s'écoutait pas assez, cette blessure l'a contraint à être plus à l'écoute de lui. Il va peut-être changer de préparateur physique, qui va lui apporter des nouveaux éléments qui vont lui permettre d'être encore meilleur. Et rien que ça, en fait, ça montre que tout événement, en fait, n'est jamais que négatif. Ouais. Donc Il faut avoir cette lucidité, cette maturité, quoi. Faut le faire. Ouais. C'est tout l'intérêt d'accompagner et de le faire. Et là, ce travail-là, il se fait, justement, c'est en grande partie, ce type de travail que je fais, c'est à travailler sur les peurs comme ça, d'aller faire ça. Parce qu'il faut faire remonter à la conscience. Et en faisant ça, on permet au final aux sportifs de remettre en conscience des choses qu'il n'était pas capable de voir, parce que de toute manière, le filtre qu'il avait ne lui permettait pas de le voir. Et c'est là d'être accompagné, permet justement de faire ce travail-là. Et de se dire qu'au final, ouais, c'est ok. Yes. Et est-ce que justement cette peur d'être blessé ou ce moment où on est blessé, elle vient pas chercher aussi ce dont tu parlais avant là, concernant la peur de la mort des instincts que de base, un animal blessé ou un homme blessé parmi le groupe, c'est le plus faible et donc ses risques de survie sont moindres? Ça vient pas titiller ces choses-là aussi quand on est blessé? Alors, là, c'est pour ça que là, on peut aller même dans un raisonnement beaucoup plus loin, qui est pourquoi chez beaucoup d'entre nous, la blessure est très mal vécue. C'est qu'elle va faire écho dans ce qu'on appelle, il y a 3 peurs archaïques chez chaque être humain qui vont nous faire basculer très souvent dans du stress, dans de l'anxiété et dans un état un peu d'inhibition, de figement, qui sont le sentiment d'impuissance, le sentiment d'incapacité et l'isolement. Ces 3 peurs archaïques remontent vraiment à des milliers d'années, qui a amené au final l'être humain à se dire, en l'occurrence, si on parle d'incapacité, être blessé, c'est être incapable de bouger, de courir, de sauter, de se battre, de se défendre. Et donc, ça fait écho à ce qui est en nous, qui est si je ne peux pas courir, si je ne peux pas frapper, si je peux pas me défendre contre une attaque, contre un camp adverse, contre un animal sauvage qui vient m'attaquer, alors je suis susceptible de mourir. Et donc, ces peurs archaïques sont chez chacun d'entre nous, elles sont engrammées en nous, elles sont encodées en nous. Et c'est pour ça qu'elles peuvent faire écho et donc générer des peurs qui soient, un stress, une anxiété qui soit très importante. Parce que on a encodé ça en nous, dans notre système nerveux, c'est comme ça, c'est des fonctionnements archaïques et qui vont aller stimuler ça. Parce que le sentiment d'incapacité, se sentir incapable de faire des choses, ramène l'humain à une condition très primaire qui est je ne peux rien apporter en fait, je peux rien faire. Ouais. Et j'ai l'impression que cette peur justement archaïque là, comme tu dis, elle est peut-être exacerbée chez le sportif et peut-être encore plus dans les sports de combat, dans le sens où justement le sportif est considéré comme fort, comme pouvant se défendre, comme pouvant se battre, et cetera. Et quand la blessure lui retire ça, il a tendance peut-être à se sentir d'autant plus mal qu'un individu lambda parce qu'on lui retire justement ce pourquoi il est reconnu et cette qualité-là, quoi. En fait, là, tu fais lien avec quelque chose qui est très intéressant, qui est je pense aujourd'hui une des plus grosses problématiques qu'il peut y avoir chez les sportifs, qui est l'identification
au résultat. C'est-à-dire qu'en fait, les sportifs ne se considèrent pas comme un individu. C'est pas je suis un tel qui fait un sport de combat et qui a des résultats. C'est je suis combattant, je suis mes résultats. C'est je suis combattant de MMA. C'est je suis combattant. Et ils en oublient qui ils sont Ouais. réellement, avec leurs besoins, leurs envies, tout ce qui fait leur identité. Et donc, on va tomber exactement dans ce qu'on voit aujourd'hui, qui est des sportifs qui courent après des titres, après des ceintures, après toutes sortes de résultats, en pensant que une fois obtenus, ils vont enfin être heureux, épanouis, vont avoir enfin trouvé le Saint Graal qui va faire que leur vie derrière va dérouler. Ils vont avoir enfin obtenu ce qui va faire d'eux des personnes heureuses, comblées. Et ça, malheureusement, c'est la pire erreur parce qu'au final, un résultat ne viendra jamais combler qui ils sont. Un résultat, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose qui, dans le temps, euh, va s'arrêter, c'est limité dans le temps, comme leur sport. Ce qu'ils font, tôt ou tard, ça s'arrêtera. Tôt ou tard, leur pratique sportive s'arrêtera. Mm. Et donc, plus ils se sont identifiés à ça, plus grande la souffrance va être le jour où ils arrêtent leur sport. Et donc, c'est pour faire lien avec ce que tu disais tout à l'heure, qui est, quand je me blesse, c'est pas une simple blessure, c'est leur identité même qui est atteinte. Parce que je suis sportif, donc c'est mon identité. En étant blessé, je ne peux plus être, en fait. Vu que je peux plus pratiquer mon sport et vu que je suis sportif, d'un seul coup, c'est comme si j'existais plus. Et que ça soit dans les médias, dans tout, dans mon sport, voilà, c'est mon identité. Et ça, c'est une des plus grosses problématiques qu'on peut voir aujourd'hui, qui est une société où le faire et le avoir est mis en valeur. C'est dis-moi ce que tu as et je te dirai qui tu es. Et c'est Mm. terrible parce qu'en fait, on en oublie que C'est d'abord, c'est des totalement êtres ça. humains. Et c'est une problématique. Les réseaux sociaux, Internet contribuent énormément à ça, où les gens vont te donner une valeur par rapport à ce que tu as. Et c'est de la merde. Ça n'a aucun sens. Puisque tôt ou tard, le jour où tu t'arrêteras, ton titre, ça sera peut-être un autre qui l'aura. Euh, une semaine, un mois après, tu peux refaire le même combat et ta ceinture, ton titre, tu le perds. Mais c'est pas pour autant que tu n'existes Mm. plus, c'est pas pour autant que l'individu que tu es n'existe plus. Et malheureusement, Internet, voilà, contribue beaucoup à ce jeu-là, qui est, on s'identifie à toujours ce qu'on fait. Ah, plus t'en fais, plus t'en montres, plus tu montres que tu fais des gros entraînements, que t'es dur, que t'es ceci. Alors plus on donne de la valeur. Et c'est un jeu malsain parce qu'on peut le voir. Il y a eu une grosse polémique pendant un moment donné sur des athlètes mondiaux olympiques qui étaient dans des gros états de dépression après avoir obtenu leur médaille. Et ça montre à quel point en fait Mm. l'identification au résultat est dramatique parce que notre identité devient quelque chose au final de matériel, quoi. Ah ouais, et sur la blessure, c'est totalement ça. Je trouve que, ouais, on touche au cœur du problème, là, quand tu parles d'identité ou et tout, parce que qu'on soit, compétiteur professionnel ou amateur, qui a une pratique, sportive, hyper régulière et depuis toujours, c'est vrai qu'on s'identifie. Je suis sportif, je fais du sport. C'est Ouais, ma principale, identité et donc quand je suis blessé, je ne l'ai plus, je perds cette identité et je suis un peu perdu exactement. parce que je sais plus trop qui je suis et qu'est-ce que je fais, quoi. C'est carrément Exactement. ça. On peut avoir je veux dire, un tic de langage qui, oui, je suis sportif, mais très souvent, c'est que c'est derrière ce tic de langage, il va y avoir une réelle identification à ce qu'on fait, en fait. Et d'un seul coup, c'est quand j'arrête ma pratique, j'ai l'impression, ah non, Mmh. je suis plus rien, je suis plus vu comme le mec qui fait du jiu-jitsu ou du MMA, et on en souffre parce qu'on se dit, ah non, j'étais ce mec-là, alors que non, non, tu es un individu qui fait ce sport-là, et ça change énormément de choses.
Yes, totalement. Et si en plus derrière, tu arrives prendre conscience de ce que ça peut avoir de positif et si ça t'éveille, beh, sur ton alimentation, sur ton type d'entraînement, sur ta récupération, beh, là, tu as tout gagné. Bah ouais, encore une fois, voilà, c'est comme ça qu'on peut apprendre à faire de prime abord ce qui pourrait nous paraître une problématique, en faire des opportunités, en fait. Yes, et ça justement, ça vu que tu en parlais, ça rejoint ce concept de croissance post-traumatique qui est hyper intéressant aussi et je crois, enfin tu expliqueras, mais qui dit que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des événements traumatiques et comment on peut évoluer et grandir à travers ces événements-là? Bah, t'as rejoint des spécialistes, tu as eu sur ton premier podcast des spécialistes, on pourrait dire ça, peu de ce principe-là, Pierre Dufresne, qui est Mmh. l'antifragilité, qui est différent encore de la résilience, parce que la résilience, c'est face à un événement, on va surmonter un événement, on, on va, on va pouvoir le surmonter. A contrario, l'antifragilité, c'est d'être capable de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va vivre un trauma, une expérience, mais derrière, on va pouvoir s'améliorer. Contrairement à la résilience où simplement on va surmonter cet événement sans pour autant s'améliorer. Et ce principe d'antifragilité est passionnant parce que il montre que, bah, au final, derrière toute épreuve, derrière chaque événement qu'on vit, il y a ce que je te disais tout à l'heure, cette loi de l'équilibre qui fait bah, tout ce que la vie nous a peut-être mis comme épreuve, nous a pris de façon un peu négative, et ben on en a gagné l'équivalent à l'opposé, en positif. Je Mmh. donne souvent cet exemple d'une personne, une femme qui perd son enfant d'une maladie et voilà, qui est c'est assez atroce, ouais, c'est très très dur, mais qui derrière va gagner une force, une envie de vivre tellement puissante qu'elle va être capable de monter une association et de faire des choses, de lever des fonds pour des milliers d'enfants et de faire des choses qui sont extraordinaires et que personne n'est capable de faire parce que justement elle a gagné cette force, comme des personnes qui ont eu des maladies qui derrière ont fait des choses extraordinaires. C'est encore une fois, faut pouvoir faire ce travail et à partir du moment où on décide de le faire, on peut y gagner énormément de choses. Ouais, je pense que c'est une belle conclusion à cet échange sur la blessure, de dire que voilà, face à une blessure, il faut essayer de rester antifragile le plus possible et je vous Exactement. renvoie sur, l'épisode avec Pierre Dufraisse ou sur Nassim Nicolas Taleb qui a développé ce concept, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, c'est hyper intéressant et Ouais, applicable au sport à 100 quoi. exactement. Pour continuer, je voulais parler de plus globalement de la préparation mentale et du fait qu'elle semble quand même être un peu anonyme auprès du grand public, auprès des sportifs et notamment dans les arts martiaux, les sports de combat, où parfois j'ai l'impression que c'est dû à une méconnaissance ou peut-être à un a priori, comme si, travailler son mental, ça voulait dire être faible mentalement, comme si être faible mentalement, c'était quelque chose de grave, de honteux et en fait, moi, je pense que comme le physique, le mental, ça se travaille. Même si tu es déjà fort et que tu es en recherche de performance, beh, tu vas chercher à progresser et si tu as une faiblesse, beh, tu vas chercher à l'identifier et la renforcer. Comment t'expliques cette image qui, pas négative, mais ces a priori un peu sur la préparation mentale? Moi, ça va être assez marrant puisqu'au final, on va pouvoir faire un lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, qui est de l'ego. Euh, Bah là, on est en plein dedans. Je pense que il il y a soit une méconnaissance qui est tout simplement due, bah voilà, à quelque chose qui n'est pas encore très développé, peu utilisé, peu mis en avant, avec des mentalités encore très anciennes, très rigides, qui est le no pain no gain, un peu le ah, de manière, c'est dans le sang et la sueur que tu vas apprendre. Donc plus c'est dur, plus t'en fais, plus tu t'entraînes et plus tu fais, plus tu vas progresser. Ou voilà, c'est des mentalités qui existent encore, qui a beaucoup, parce que avant ça fonctionnait beaucoup comme ça, même si ça tend à changer. Et après, il va y avoir, bah, là, on va tomber en plein dans ce qu'on parlait tout à l'heure, l'ego.
un ego mal placé qui consiste à dire, bah voilà, moi, moi personne, je fais des sports de combat, donc automatiquement, je suis fort mentalement. Parce que je me bats, parce que je fais des sports de combat, alors je suis pas faible. Et avouer, faire de la prépa mentale, ça serait avouer que j'ai un problème, donc que je suis faible, et donc c'est un peu antinomique. Je peux pas faire des sports de combat et être faible, c'est pas possible. Moi, vu que j'en fais, je suis forcément fort. Hmm. Alors, est-ce que la vraie force ne serait pas justement de savoir reconnaître ses faiblesses et de travailler dessus pour s'améliorer? Voilà, pour moi, c'est une des plus grandes forces qu'un être humain peut montrer, c'est de connaître ses faiblesses, de les accepter et de travailler dessus pour justement les renforcer. Puisque l'erreur consiste à croire que parce qu'aujourd'hui je n'ai rien, parce que j'ai l'impression de rien avoir, que ça va tout le temps durer. C'est un peu ce principe de ouais mais avant ça marchait, aujourd'hui ça marche plus. Bah ouais mais c'est normal, c'est à un moment donné il s'est passé quelque chose qui a fait que ça a pété et tu te retrouves aujourd'hui peut-être bloqué. Et c'est cette problématique qui pousse beaucoup de combattants à attendre généralement d'atteindre un point pas un point de non-retour, mais à atteindre des réelles problématiques, des réelles contre-performances qui vont cumuler pour commencer peut-être à s'intéresser timidement à la préparation mentale. Et c'est dommage parce que d'attendre de devoir se confronter à des problèmes, parfois ça peut être des grosses contre-performances qui peuvent amener vraiment des difficultés mentales, quoi, parce que ça vient mettre un gros doute, ça vient mettre un gros frein. C'est dommage. Mais oui, je pense qu'il y a une grosse part d'ego mal placé qui est sport de combat égale automatiquement fort mentalement. Mhm. Ouais, c'est clair. Et ça, cumulé justement au fait que la préparation mentale peut-être soit peu connue, un peu anonyme, et qu'on sache pas, par exemple, que des grands sportifs, des grands athlètes comme Cyril Gane ou autres font un travail de préparation mentale, ça pousse pas les gens à aller s'intéresser à ça et à aller faire ce travail-là, être accompagnés dans ce travail-là. Justement, toi, selon toi, qu'est-ce que les gens ils ignorent le plus par rapport à la préparation mentale? Moi, je pense que ce qu'ils ignorent le plus, c'est eux-mêmes au final. C'est même au-delà de la préparation mentale, ce qu'ils ignorent, c'est eux-mêmes. C'est le qui ils sont. Et c'est vrai, très peu de combattants font ces démarches de comprendre mais qui ils sont réellement. Pourquoi ils fonctionnent comme ça. Quand tu réagis comme ça, tu ressens ce genre de choses, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Qu'est-ce qui fait que tu as ce problème de gestion de stress? Non, ils font pas cette démarche. Ils sont beaucoup justement dans le faire. Dans le faire, je fais les choses. Et ça va faire rien. Il y a vraiment quelque chose une méta, enfin une méta, un principe que je trouve vraiment vraiment intéressant. C'est l'équation de la performance. Et l'équation de la performance, en fait, c'est la performance, elle est égale au potentiel de l'individu moins les interférents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on va retrouver chez de nombreux combattants qui est en entraînement, ils sont capables de faire des grandes choses, techniquement, physiquement, mentalement. Et arrivé en compétition, ça pète. Et donc ça montre qu'en fait, la démarche de dire ah bah tiens, j'ai fait une contre-performance, alors je vais aller encore plus m'entraîner physiquement, techniquement, je vais être encore plus dans le dur, je vais rajouter des choses, elle est totalement contre-productive parce que si en entraînement il est capable de faire les choses, c'est que la technique, le physique, le mental, il l'a. Simplement, c'est qu'en compétition, il y a des interférents qui vont rentrer en ligne de compte. Et ces interférents, ça va être problème de gestion de stress, problème de gestion émotionnelle, problème de confiance, de motivation, problème de concentration. Et les interférents, en fait, c'est ça. Les peurs, c'est des énormes interférents. Et
Le potentiel, en fait, il est là. Il y a combien de combattants? Le potentiel, ils l'ont. C'est pour ça qu'on entend, bah ouais, mais ce mec-là, putain, s'il était capable de faire ce qu'il fait là en entraînement, ça serait une machine. Les mecs, des fois, ils tiennent des gens bah, qui ont des titres, qui ont un gros niveau. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est juste qu'ils ont des Ça me fait penser au interférents. Ben Arfa aussi et tout ça, quoi. Ouais, Ce genre de. exactement. Et en fait, Mmh. en ne faisant pas ce travail sur eux, Ça. ils vont pas aller voir quels sont ces interférents, quelles sont les choses qui les empêchent d'exprimer ce potentiel. Et donc, bah, ils veulent rajouter, 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 en faire toujours plus. Sauf qu'ils gardent toujours les mêmes problèmes, problèmes de stress, d'émotion, de peur, de croyance. Alors que parfois, il suffit simplement d'en faire moins, c'est-à-dire de retirer. Aller retirer ses croyances, retirer ses peurs, comprendre pourquoi elles sont Mmh. là. C'est grave Et, intéressant, ouais. et ça va permettre, bah, en l'occurrence au sportif, bah, de retrouver ce potentiel qu'il a déjà en lui, puisqu'il l'a déjà montré en entraînement à X reprises, et juste en allant retirer au fur et à mesure, en allant épurer ces interférents, il va voir que le potentiel, en fait, il l'a. Et cette démarche, je la trouve beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus intéressante que vouloir toujours en Mais faire ça me fait plus, chercher penser, à... beaucoup. C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Ça me fait beaucoup penser au concept de via negativa, qui est aussi développé par, Nassim Nicolas Taleb et qui en gros, défend que dans l'atteinte d'un objectif ou dans notre vie, on va toujours essayer de rajouter, 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 quand en fait, il faudrait plutôt se concentrer sur enlever les obstacles, les barrières qui nous empêchent d'avancer. C'est bah voilà, c'est une autre façon de le dire exactement. Là, c'est adapté du coup on va dire au sport, on va dire au combattant, mais au sport. Et je trouve cette façon de voir beaucoup plus intéressante parce qu'on va se dire tiens bah si je cherchais juste au moins aller à retirer un peu ce stress, à retirer un peu ses problèmes de confiance, à retirer ses peurs, juste au moins une peur, on se rend compte que le potentiel, bah à chaque fois, boum, il reprend jour. On arrive à le retrouver. Et c'est parce qu'en fait, plus on en met et plus c'est comme si on rajoutait des couches et que notre potentiel, ben on le voyait plus en fait, parce que à force on fait tellement de choses, des nouvelles techniques d'entraînement, nouvelles prépas physiques, des nouveaux trucs mentaux avec des électrostimulations cognitives, des trucs dans tous les sens. C'est super, mais si à la base t'as pas retiré tout ce qui fout la merde, bah au final ça sert à rien. En plus tu n'en obtiendras jamais les effets réellement bénéfiques. Tu n'optimiseras pas l'utilisation de ces outils parce que tu auras beau faire ce qu'on voit aujourd'hui sur la prépa mentale, des choses très poussées au niveau cognitif qui sont passionnantes. Mais si à la base déjà tu as des peurs qui sont tellement puissantes et qui elles sont des leviers beaucoup plus puissants que simplement des choses mentales. C'est primaire, là. C'est une peur, c'est un instinct de survie. Si elles sont toujours là, si t'as pas cherché à les retirer, t'auras beau faire toutes les techniques du monde, tu seras toujours en deçà de ce que t'es capable de faire. Yes, carrément. Mmh. Toi, par rapport à la, préparation mentale, quelle a été un peu ta plus grande surprise ou on va dire la leçon la plus importante que tu as apprise, en préparation mentale? Quelque chose sur lequel peut-être tu avais une certitude, où tu disais: Ça va marcher, ce sportif-là, il va faire ci, il va faire ça» et finalement tu as été très surpris par le résultat? Ben, encore une fois, ce que je disais, j'avais mis en place beaucoup de choses avec une combattante. On avait fait un gros travail. Et Mmh. ça m'a encore montré bah, que même avec tous les outils, l'hypnose, tout ce que tu voulais faire, bah, quand il y avait un réel blocage beaucoup plus profond, bah, les outils ne suffisaient pas au final. Euh, Permettaient d'améliorer, de soulager, mais ils suffisaient pas. Et c'est de là que j'ai encore plus approfondi et que j'ai compris que l'intérêt d'aller aller à la racine des choses, et ça a amené vraiment des résultats vertueux et ça a confirmé ce que je pensais en fait, ce que je voulais faire. Et ça rejoint ce que je te disais juste avant, c'est que je serais plus dans une démarche aujourd'hui de me dire avant de chercher à en faire plus, apprends à retirer tout ce qui te bloque, tout ce qui fout la merde, Yes. toutes ces choses
qui t'empêchent d'avoir ton potentiel. Et une fois que tu as nettoyé, tu as fait place propre, derrière commence à optimiser, à mettre des outils, des techniques, parce que là, tu vas vraiment optimiser pour le coup ton potentiel. Mais pas cette démarche de vouloir à tout prix faire des choses, alors qu'à la base, t'as pas pris le temps d'aller retirer ce qui te bloque. Mmh. OK, très bonne leçon. Merci Raphaël. Toi, aujourd'hui, du coup, maintenant, ton plus grand défi, ton challenge là pour la suite en termes de préparation mentale, c'est quoi? Ça va être de continuer à peaufiner ce que je suis en train de mettre en place justement sur ce travail sur ce que j'appelle entre guillemets la pleine performance. C'est de faire ce travail sur les individus, d'approfondir encore ce travail pour leur ramener justement cette connaissance de soi, comprendre qui ils sont réellement, leurs blocages, leurs peurs, leurs croyances. Et aujourd'hui, je tends vers construire quelque chose qui soit autour de ça, accompagné de plus en plus de sportifs, et à l'avenir, sûrement, ne faire que ça et pouvoir accompagner un maximum de sportifs dans cette dynamique-là, qui est de leur montrer qu'au final, apprendre à se connaître, ils y gagneront énormément dans leur pratique sportive, mais au-delà de ça, dans leur vie. Parce que je pense que c'est important aussi de se dire que oui, être sportif, c'est bien, avoir des résultats, c'est bien, mais ce n'est pas que ça. Il y a la vie à côté aussi. Et se sentir épanoui, avoir une vie dans laquelle on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent équilibré, ça a une forte valeur. Et en tout cas, dans ma conception, c'est plus ça, c'est de faire des sportifs qui soient épanouis et qui gagnent dans leur vie privée aussi pour pouvoir construire des vies dans lesquelles ils se sentent heureux et ils se sentent fiers de faire ce qu'ils font. Excellent, bah, c'est un très, très beau message et moi, je te souhaite plein de réussite et de belles aventures dans ce travail-là, dans ce Merci à challenge. toi, merci à toi, Vol. Juste avant de finir, à chaque fois, je pose 3 petites questions pour terminer, le podcast. Mhm. Mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui, qui te paraissait important en termes de préparation mentale? Non, je pense on a parlé de pas mal de choses. Après, moi, si je déroule là-dessus, je peux en parler pendant des heures, mais je pense que voilà, j'aurais pu apporter C'est clair, ma vision. on aurait pu faire un Ouais, épisode voilà. pour chaque question, chaque thème. Exactement, exactement. Donc, non, je pense que ouais, j'aurais fait le tour un peu de ma vision de la préparation mentale, en tout cas. Ouais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même impactant, moi, personnellement, en tant que sportif. Il y a des choses que tu as dites qui m'ont vraiment touché. J'ai trouvé ça hyper intéressant, super bien expliqué et tout. Donc, merci pour cet échange. Maintenant, je vais te Merci à poser toi. 3 petites questions je t'en prie, c'était un plaisir. Je te pose 3 petites questions que je pose à chaque fois à la fin du podcast. La première, c'est un livre à recommander. Moi, j'aime bien la lecture, donc je demande toujours si tu as un livre à Ça recommander. s'appelle Guérir par-delà les mots. C'est de Peter Levine. C'est un livre spécifique justement sur les traumas, sur le fonctionnement et sur le fonctionnement du corps, du système nerveux qui, moi, je trouve est passionnant parce qu'il amène une compréhension de l'humain, de nos comportements, de nos fonctionnements qui est passionnante. Et ouais, si j'avais un livre à lire un livre à conseiller qui m'a vraiment énormément apporté, c'est ça. C'est Guérir par-delà les mots. Guérir par-delà les mots de Ouais, de Peter Levine. Peter Levine. OK, parfait, c'est noté. Hem, pour finir, juste si on devait retenir un tips sans redérouler tout ce que tu as dit, un tips en termes de préparation mentale du sportif, si on devait en retenir qu'un, ça serait La respiration. Ça serait le tips à donner, puisque pour moi, c'est le plus efficace, le plus rapide, celui qui permet d'agir sur le cœur de notre fonctionnement, c'est-à-dire le système nerveux, c'est la respiration. C'est celui qui va agir tant physiologiquement que psychologiquement, que physiquement. Donc,
Ce serait apprenez à maîtriser votre respiration et vous aurez une porte pour accéder à de nombreuses choses. Yes, la respiration, c'est la base. Ouais. Et dernière petite question, un invité pour le podcast que tu me recommanderais avec qui je pourrais discuter sport, préparation mentale? Euh, Geoffrey Brochet, je te dirais, ça serait un des formateurs que j'ai eu sur tout ce qui est coaching, préparation mentale, qui pourrait apporter vraiment aussi sa vision et qui a vraiment beaucoup de connaissances là-dessus. Donc ouais, Geoffrey Brochet, qui est justement le fondateur de Ma OK, Puissance cool, Mentale. c'est noté. OK. Ma puissance mentale, c'est un organisme de formation ou? La méthode, c'est de préparation mentale. C'est un ancien pareil policier formateur qui a monté qui a créé justement Ma Puissance Mentale. C'est la formation en coaching de préparation mentale. Yes, OK, ça marche. Cool, ben écoute Raphaël, merci beaucoup, vraiment merci pour cet échange, c'était hyper intéressant, hyper inspirant. Merci pour ce que tu proposes aussi, sur la page Instagram La Voix du Mental, c'est toujours hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre justement? Il y a La Voix du Mental sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'autres contenus sur lesquels on peut te suivre? Bah non, quasiment tout est dessus. Sur Instagram, La Voix du Mental. Après le site internet pareil du même nom, mais quasiment voilà, tout se fait sur Instagram. Il y a le podcast aussi, La Voix du Mental, le podcast privé aussi. Donc, mais Instagram, Yes. c'est là-dessus qu'on peut quasiment tout retrouver. Ouais. Excellent, ben allez-y, allez-y, allez suivre Raphaël sur Instagram, La Voix du Mental. N'hésitez pas à aller vers lui si vous souhaitez être accompagné aussi pour un travail de préparation mentale. Raphaël, je suis obligé de te remercier encore pour cet échange. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'espère que ça t'a plu aussi. J'espère que nos petits soucis techniques s'entendront pas trop. Je ferai en sorte que ça passe crème. Ouais. Et ben, je te souhaite encore beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup à toi, Paul. Et puis, bah, de toute manière, on continue d'échanger ensemble. Et merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de m'inviter, de partager bah, ce que tu fais. Donc, merci beaucoup à toi. Yes, avec grand plaisir. À bientôt. À Ciao. bientôt. Bye. Ciao.